Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics. On poursuit nos échanges en partenariat avec l'Institut de la gestion déléguée, nos émissions. Une troisième émission, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Sorbet. Bonjour. Bonjour. Membre du bureau de l'Institut de la gestion déléguée. Vous êtes membre de la commission financement. Vous êtes également président du conseil d'administration de la SFIL, la Société de financement locale. Et puis, dans grand parcours, je ne peux pas tout résumer, mais vous êtes professeur au sein du Master 2, droit public de l'économie à Paris 2, Panthéon-Assas. On a donné, Monsieur Sorbet, la parole ces dernières semaines, ces derniers mois à Charles-Éric Lemaignan, à Olivier Grimbert, à Pierre-Émeric Chaban, le délégué général de l'IGD. Je vous invite à revoir ces deux émissions extrêmement pertinentes, instructives. On va parler avec vous du plan de relance dans sa dimension financement, si je puis dire. On va donner quelques clés aussi d'action, d'intervention pour les décideurs locaux en deuxième partie d'émission. Mais en première intention, première question, Pierre Sorbet, quels sont les enjeux? On voit bien qu'il y a une urgence à agir, qu'il y a des enjeux assez ambitieux. Quelles sont les problématiques? Alors, si la commission financement a décidé de regarder ce sujet sous la présidence d'Alain Quinet, donc qui est directeur général délégué de SNCF Réseau, qui a aussi fait un rapport sur la valeur tutélaire du carbone, qui est quelqu'un qui regarde vraiment ces sujets de très près, c'est parce qu'on pense qu'effectivement la dimension financière est très importante. La dimension financière n'est pas encore totalement claire dans le plan, donc il y a peut-être du travail à faire. Et tout financier comme moi commence par se demander de quoi on parle, c'est-à-dire quels sont les enjeux et de quoi on parle. Et les enjeux, moi j'en vois 4. D'abord, c'est un plan très ambitieux, c'est bien d'ailleurs qu'il le soit, et très ambitieux en termes d'impact, puisqu'il dit on veut de l'emploi, on veut la transition écologique, on veut de décarboner, on veut être plus digitaux, et on veut même carrément créer une augmentation de PIB par an de 1,5%, c'est-à-dire 37 milliards de production supplémentaire. Donc c'est très ambitieux et très performantiel, c'est-à-dire qu'on veut plus un impact que des mètres cubes de béton, des choses comme ça. Deuxièmement, c'est un plan, et je pense que c'est une très bonne chose, et les interviews précédentes l'ont dit, qui met un énorme coup de flash sur la dimension territoriale. C'est important parce que 70% en temps normal. Et en plus, c'est le moment de redécouvrir les territoires, notamment les villes moyennes, parce que finalement, les gens commencent à se dire être confinés dans une ville gigantesque, c'est pas idéal. Je vois un peu l'attractivité qui revient. Donc cette dimension territoriale vient à point nommé. Troisième enjeu, l'urgence évidemment, parce qu'on ne va pas attendre 2 ans, donc il faut que ça démarre. C'est compliqué parce que les contrats publics sont compliqués, mais il faut aller vite. Et enfin, il y a un point qui est important, c'est que sur les 100 milliards, il y en a 40 qui vont venir de l'Union européenne. C'est-à-dire que le gouvernement français va plancher pour obtenir les 40 milliards. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne a à peu près la même logique, parce que quand on voit le Green Deal de Mme von der Leyen, elle veut faire la transition écologique, digitale et une transition juste. Donc il y aura un bon alignement, mais je pense que l'Union européenne va être très vigilante sur l'effet de levier et le bon usage des fonds. Sachant, et vous avez très bien résumé les choses, que tout ça se joue beaucoup à l'échelon local, 70% de l'investissement public, et puis un rééquilibrage, on en parle dans Acteurs Publics depuis des années, entre métropole et puis villes moyennes. On voit que le gouvernement, l'exécutif, veut redynamiser ces villes moyennes. C'est le moment. Quelques chiffres, vous les avez dit, 40 milliards, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant ? Alors disons 100 milliards pour le plan, 40 européens, mais quand on regarde ce qui concerne vraiment l'investissement public, on a des chiffres un peu plus petits, qui sont significatifs, mais qui sont un peu plus petits. 4 milliards sur la rénovation des bâtiments publics, 2 milliards sur les bâtiments hospitaliers et les EHPAD, 6 milliards donc, pour le secteur hospitalier, 1,2 milliard de mobilité du quotidien, dont l'État lui-même d'ailleurs dit que ce 1,2 milliard devra générer 5 milliards. Donc l'État lui-même dit qu'il va falloir générer de l'effet de levier, 4,7 milliards sur le ferroviaire. Alors 7 milliards, je cite les 7 milliards sur l'hydrogène verte, c'est-à-dire l'hydrogène électrolytique, je ne sais pas si c'est le mot correct, mais parce qu'il y aura beaucoup de choses sur l'industrie, mais il y aura, je pense, aussi du déploiement local de réseaux. Ça peut être aussi quelque chose que l'IGD pourrait travailler. Mais au total, finalement, on se retrouve avec 15 milliards. C'est un beau chiffre, mais ce n'est pas les 100. Donc il faut faire de l'effet de levier par rapport à ces 15 milliards. Il faut expliquer, c'est bien de détailler. C'est aussi l'objectif de l'IGD. Je renvoie, j'aurais dû le dire en introduction, à l'Observatoire IGD Covid-19. Il y a différents points d'étape. Je vous renvoie à leurs travaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont vos pistes d'action? Qu'est-ce qu'on peut dire aux managers publics, aux managers territoriaux qui nous regardent, Pierre Sorbet? Alors, comme Pierre Chaban l'a dit, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. On est un think tank où on parle avec tout le monde, on est là pour suggérer. Ma première suggestion,
c'est de faire le moins possible de subventions. La subvention, 1 euro de subvention, ça génère que 1 euro, et puis c'est complètement perdu, ça revient jamais à l'État. Si 7 euros est très rentable, il est perdu quand même. Donc je trouve que moins on fera de la subvention, plus on fera du capital, des choses comme ça, etc., mieux on se portera. Je pense qu'on aura vraiment un meilleur effet de levier. Donc pas trop de subventions. Ensuite, évidemment, les solutions ne seront pas les mêmes selon qu'on parle de rénovation thermique, de transport, etc. Donc il va falloir travailler un petit peu dans le détail, de façon plus granulaire. Et puis aussi, bien entendu, et ça c'est un petit peu, c'est le dada de la commission financement, encore une fois, sans vouloir rien imposer, on va se poser la question, financement public ou financement privé, bien sûr. On l'a évoqué dans les 2 dernières émissions, on voit que le fossé entre public et privé recule, fossé culturel. J'entends, on disait, il y a une dizaine d'années, on avait fait un dossier acteurs publics, on parlait d'un langage différent. Ils n'arrivaient pas à se comprendre, nos décideurs publics et privés. Aujourd'hui, ce fossé recule. On le disait dans les 2 dernières émissions. Au fond, vous l'avez dit en introduction, le temps est à l'urgence, le temps est à la mise en œuvre, la mise en application. On commence à entendre des voix qui disent sur le plan de relance, on parle trop, il faut davantage agir. Au fond, ces réticences publiques-privées, elles n'ont plus lieu d'être. Ce que vous dites en substance, c'est le moment d'agir avec les préconisations que vous souhaitez mettre en place. Alors, peut-être juste pour dissiper un malentendu sur ce qu'on appelle financement public, financement privé. Quand on parle du statut public, on ne parle pas du prêteur, parce que par exemple, la Caisse des dépôts qui est publique peut faire des financements privés, on parle de l'emprunteur. C'est-à-dire le sujet, c'est est-ce que la personne publique va payer comptant et s'endetter, elle, sur sa tête pour payer comptant, ou est-ce qu'elle va payer en différé et c'est le financement qui va être monté sur la tête de la société projet ou de l'offre, disons. Et donc, alors, il y a des avantages et des inconvénients, on les verra peut-être un peu ensuite, mais tout ceci est évidemment, on ne peut faire de financement privé que si on fait de la gestion déléguée. Sur un marché public classique, on ne peut pas en faire. Et donc, c'est l'une des vertus de la gestion déléguée, bien sûr. Alors, qu'est-ce que, en termes de projet, on peut dire que le plan de relance a été assez silencieux, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, sur ces mécanismes de gestion déléguée. Je le disais, les réticences publiques-privées n'ont plus lieu d'être. Qu'est-ce que la gestion déléguée peut mettre en place d'un point de vue très, très concret dans le cadre de ce plan de relance? Alors, avant même de parler financement, et je reviens un peu sur ce que les interviews précédentes ont dit parce que c'est très important, la gestion privée a quand même plusieurs vertus. D'abord, ça permet une approche performantielle. Si vous achetez, si vous achetez des mètres cubes par morceau, si vous achetez la gestion, etc., vous n'achetez pas une performance, vous achetez des composantes. Si vous voulez acheter une performance, vous devez acheter donc des contrats globaux et donc vous devez acheter donc de la gestion déléguée. C'est la première chose. Ensuite, quand vous faites ça en tant que personne publique, vous faites appel de façon très concurrentielle au savoir-faire privé et Dieu sait qu'on a la chance d'avoir des entreprises qui ont travaillé dans le monde entier et qui ont des savoir-faire. Troisièmement, ça a été dit, mais je crois que ça mérite que je le répète, durant la crise, franchement, la gestion déléguée a quand même bien tenu le choc. A contribué à faire face. Et ce n'est pas la faute de la gestion publique, mais quand même, la gestion privée a moins de règles, elle est plus habituée à réagir dans de concurrents de difficultés. Donc je pense que ça a été dit notamment par le président Leménian. En fait, c'est vraiment plus flexible, il y a eu des rebonds, il y a eu beaucoup de choses. Donc je pense que c'est bien. Et enfin, évidemment, donc, ça permet le financement privé, dont on peut dire un petit mot peut-être maintenant. Alors, évidemment, on va commencer par la mauvaise nouvelle, le financement privé est plus cher que le financement public. Parce qu'effectivement, quand une banque ou un institutionnel va prêter à une entreprise publique ou à une entité publique, c'est un risque faible. Quand elle prête à une société projet qui a récupéré une partie des risques, c'est plus risqué et donc c'est plus cher. Donc ça, de ce point de vue-là, ça sera toujours le cas. On peut essayer de baisser les surcoûts, mais il y aura toujours un surcoût, c'est totalement inévitable. Mais d'abord, on ne va pas peser sur l'emprunt public. Alors, ces temps-ci, on a l'impression que l'emprunt public est illimité. C'est open bar, comme on dit, mais on voit bien que ce ne sera pas open bar de manière... Il y a un jour quand même où... alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'agence France Trésor dans un passé... voilà. L'agence France Trésor fait un boulot fantastique et pour l'instant, elle a des conditions remarquables, mais peut-être un jour quand même, ça va peut-être un tout petit peu station, on va peut-être dire qu'il faut arrêter ou plutôt freiner. Mais deuxièmement, il y a une chose qui est très importante, c'est que quand vous êtes une personne publique, en fait, et que vous vous endettez, ou que vous travaillez sur un système budgétaire, vous partez sur un projet qui va durer 5 ans, vous savez, la première année, la deuxième année, il y a le risque qu'on fasse un petit peu
qu'on rogne un peu sur le budget suivant, ce qui est très mauvais. Si je prends l'exemple contraire, la Société du Grand Paris, qui est un peu comme une espèce de gigantesque société de projet, alors elle a un statut public, donc elle emprunte pas cher, son directeur général dit, moi j'ai 40 milliards à faire, j'ai un projet incroyable, je vais y arriver dans les délais, parce que je suis sûr d'avoir les moyens financiers. Donc le financement privé, les moyens financiers sont assurés, ce qui est quand même très important. Troisièmement, vous avez quand même, alors les banquiers ne sont pas des gens infaillibles, on est bien placé pour le savoir, mais quand même, vous allez avoir des gens qui vont regarder de très près, avec des experts, la pertinence du montage, etc. Donc vous avez voilà, décrypté, ce qu'on appelle les due diligence, dans notre jargon, on regarde ça. Les banquiers français aussi ont honnêtement beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, donc ça c'est bien. Puis aussi, un point auquel on ne songe pas nécessairement, c'est que le paiement différé, ça permet d'attendre, de voir si la performance est là pour payer. Moi, j'avoue, si j'étais une personne publique, payer comptant une performance qui ne va se produire que sur des années, moi, je préférerais attendre que la performance... Donc, le paiement différé, c'est quelque chose que le financement privé, ça permet de vérifier que la performance est là et de payer en fonction de la performance. Donc, voilà, c'est pourquoi, encore une fois, les deux sont possibles, mais le financement privé a son surcoût, mais ses vertus. Ce sont des enjeux qu'il faut généraliser certainement dans le secteur public local. Vous parlez de contrats performantiels, vous parlez de paiements différés, donc cette question des délais. Qu'est-ce que vous dites aux assistants, enfin, l'importance des AMO, comme on dit, l'assistant maîtrise d'ouvrage? Alors, ce qu'on va essayer de faire avec les AMO et avec tout le monde, encore une fois, parce que l'IGD regroupe tous les acteurs, on va essayer de travailler maintenant, après un petit peu les grands principes qu'on vient de donner, on va essayer de travailler de façon un peu plus granulaire, un peu plus précise. Oui. On va d'abord voir la boîte à outils financière, mais on ne peut pas voir la boîte à outils financière sans voir la boîte à outils juridique, parce qu'en fait, on finance des projets, on finance des contrats, et on finance des allocations de risques. Et de ce point de vue-là, là aussi, il y a une commission juridique à l'IGD qui travaille très bien avec des grands spécialistes du droit public. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense qu'un peu de toilettage et de débridage de la boîte à outils juridique ferait pas mal. Les soigneurs des hôpitaux ont finalement dit qu'ils ont réussi à soigner en poussant un peu certaines circulaires et certaines règles. Ils sont allés au-delà de leurs prérogatives et au-delà de certaines normes aussi. Voilà. C'était nécessaire. Voilà, donc je pense qu'en temps d'urgence, il faut peut-être, sur des contrats complexes, accepter de pousser un peu les 14 conditions préalables, etc. Il faut un peu y aller, quoi, finalement. Donc ça, la boîte à outils juridique. D'ailleurs, je note que que le gouvernement lui-même, qui est pourtant assez prudent, vient donc de proposer donc au Parlement de faire la conception-réalisation sans mettre des conditions d'accès compliquées. Donc c'est bien, simplement conception. C'est une vraie simplification qu'il faut peut-être accélérer quand même. Voilà, ça serait bien de faire conception, réalisation, maintenant, gestion, et donc on pourrait avoir des contrats de gestion délégués qui seraient un peu moins considérés comme dérogatoires et qui seraient un peu plus faciles d'accès et plus rapides d'accès, ce qui serait important. La boîte à outils financiers, on va travailler, on va regarder par exemple est-ce qu'on peut avoir des contrats performantiels où la performance sera payée un peu comme sont d'ailleurs les contrats de performance énergétique. On va aussi essayer de voir si on peut agréger des petits contrats et avoir des lignes de crédit bancaire au lieu de chaque fois avoir un dossier différent. Il y a un sujet aussi en France, on est trop intelligent, c'est-à-dire qu'on réinvente une roue différente tous les matins. On pourrait standardiser un peu. Et si on standardise, on pourrait limiter quelque chose parce que une chose qui nous a été dite à nous, moi je suis encore un peu banquier, vous dites donc, vous parlez des délais, mais les délais bancaires ils sont longs, ce qui n'est pas faux. Et donc il faut parce que si vous présentez à des banques chaque fois un contrat différent, la banque va faire ses due diligence, ça prend du temps. Si on arrive à présenter des allocations de risques, des standardisations, des choses un petit peu lambda et classiques, ça ira beaucoup plus vite. Donc je pense qu'il faut agrégé, standardisé. Vous parliez des AMO, c'est très important. Moi, j'aimerais bien qu'une partie des subventions serve à payer des AMO les bons. Les moins-disants ne sont pas toujours les meilleurs, pardon de le dire. Donc de bons AMO, capables de faire du bon conseil financier avec les AMO juridiques, les AMO techniques, de concevoir des beaux pipelines de projets. On n'a pas, enfin, vous disiez très justement que le plan est un peu, on a les grandes catégories, mais on n'a pas les projets encore. Il faut avoir les projets et il faut que les porteurs de projets travaillent avec des AMO et travaillent vite. Et puis aussi, il y a une chose sur laquelle la Commission financement serait ravie de travailler.
Dans les interviews précédentes, et ça a été, je pense, bien dit, et c'est vrai, il faudrait enfin avoir un esprit partenarial. C'est-à-dire que le secteur public et le secteur privé, ce n'est pas une partie de cache-cache, ce n'est pas la guerre. On est un peu cloisonné en France quand même. Alors, je pense que cet esprit de partenariat, un peu en temps de crise, qu'il faut avoir, cette solidarité, dans le domaine financier, c'est vrai aussi. Et une chose qui ne serait pas idiote, ce serait finalement de co-investir. Parce que c'est par exemple possible dans le cadre des CEMOP, c'est possible aussi dans le cadre du marché de partenariat. Et je pense qu'à partir du moment où des gens se retrouvent comme actionnaires autour d'une table, ils partagent finalement peut-être une solidarité, un engagement, et c'est de la co-construction. Voilà. Donc on n'a pas... Et enfin, point très important, je parlais de l'Europe a fait le plan Juncker. Le plan Juncker a énormément diversifié les instruments de finance et de contribution publique. C'est-à-dire, il y a la subvention encore un tout petit peu, il y a des garanties, il y a des crédits subordonnés, il y a de l'equity, donc du capital. Je pense qu'il faudrait en France avoir cet esprit du plan Juncker, qui va d'ailleurs se poursuivre sous le nom de InvestEU. Je pense que faire ce qu'on appelle du terme barbare de blended finance, c'est-à-dire mettre un peu des ingrédients publics et privés, ça permettrait d'être un peu créatif. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il reste à faire ça sur des projets concrets. C'est pour ça qu'à l'IGD, s'il y a des porteurs de projets qui nous écoutent... justement, voilà. Bon, Pierre Sorbet, on arrive au terme de notre émission. Bavard, non, pas du tout. C'est très pertinent et on voit qu'il y a une culture quand même sur ces enjeux qui reste, qui est là, mais qui doit être quand même assez développée et généralisée. Et encore une fois, le contexte le permet, peut accélérer sur ces enjeux-là. Pierre Sorbet, on arrive au terme de notre échange. Pour les managers, pour les décideurs publics qui nous regardent, ces boîtes à outils, ces enjeux seront décryptés sur les supports de l'IGD. Vous travaillez dessus, il y a des pistes. Vous faisiez en creux une offre de... vous êtes là pour répondre à toutes les interrogations. Donc tout ça va être mis en ligne. Je rappelle que l'Observatoire IGD Covid-19 est disponible sur le site de l'IGD. Dernière question qui rejoint au fond votre offre de proposition. On disait c'est le moment d'agir. On voit que le contexte est assez contraint, assez anxiogène, et anxiogène aussi pour les décideurs locaux. Qu'est-ce que vous leur dites? Il y a des raisons d'espérer, des raisons d'y croire. Le rebond, il est là. On peut capitaliser sur tout ce qui s'est fait ces derniers mois. Comment vous sentez les choses, Pierre Sorbet? Dernière question. Comme tout le monde, je suis évidemment un peu inquiet. On va voir ce que ce virus nous réserve, mais en France, il y a deux caractéristiques. Il y a énormément d'intelligence publique et privée. Il y a énormément de cloisonnement aussi. Si on arrive à décloisonner tout ça et à faire travailler ensemble les gens, je pense honnêtement qu'il y a de quoi être optimiste. Simplement, il faut le vouloir. Il faut vraiment sortir un peu de cette espèce de drôle de guerre public-privé. Il faut vraiment essayer de travailler vraiment ensemble. Enfin, c'est la philosophie de l'IGD, bien sûr. Et si on applique cette philosophie, je pense qu'il y a vraiment de très belles choses à faire. Et ce plan de relance est bien fait dans sa conception. Le Green Deal de Madame von der Leyen, il est bien aussi. Il y a de l'argent quand même. Et donc il y a de l'intelligence, simplement il faut la mettre un peu en résonance. Alors, je dirais que pour résumer votre propos, dites-moi si je me trompe, il y a une ambition forte, maintenant il faut la mettre en musique, il faut la décliner, et il faut peut-être aussi accompagner nos décideurs. Vous êtes là pour les accompagner avec des clés d'information, de pédagogie, de savoir-faire, savoir... On est à leur disposition. Bon, merci beaucoup Pierre Sorbet pour cet échange. Merci de nous avoir suivis. Je renvoie aux travaux de l'IGD, je renvoie à l'émission qu'on avait faite avec Charles-Éric Lemeignan, Olivier Grimbert, et à l'émission initiale avec Pierre-Emerick Chabanne. Je vous dis à bientôt, c'était la 3e émission. On en fera une prochaine très rapidement avant Noël. Je vous dis à bientôt.